commencer pour pouvoir profiter au maximum de la présence des directeurs des films. Au nom de l'Association des prisonniers politiques, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Depuis tant de mois que nous n'avons pu rien faire, c'est pour ça qu'on est très heureux. Et nous maintenant, nous espérons tous les mois de pouvoir présenter quelque chose ici à la Maison de l'Amérique latine. C'est Miguel Donovan qui devait animer cette soirée. Il vient de rentrer à l'hôpital pour une intervention et je prends donc sa place. Je suis heureux de vous présenter Samuel Laurent Soun, ex-étudiant de Sciences Po, où il a terminé un master de droit humain à Paris. Il a passé une année au Chili où il a étudié l'histoire contemporaine latino-américaine et a découvert les carnets de Nadine Loubet qui feront prochainement l'objet d'un livre intégrant à la fois les récits et l'engagement de cette religieuse aux côtés de la résistance, ainsi qu'une perspective historique considérant plus généralement les rôles essentiels qui joueront les religieuses chiliennes et étrangères pendant la période de la dictature. Au nom de tous mes frères, que vous allez voir, est son premier film. Lors d'une présentation de son film, il y a presque 2 ans, Samuel a fait revivre à Miguel une partie importante de sa vie au Chili. La plupart d'entre vous savent qu'il était en tant que religieux salésien. Il résidait alors à la population Violeta Parra, qui était celle du Montijo où vivait Odile, le nom de la religieuse de Nadine Loubet. Odile, qui était la secrétaire de Don Fernando Aristien, son évêque, faisait partie de son équipe pastorale, composée de 4 religieuses et 3 prêtres. La photo qui circule a été prise après une de ces réunions devant la maison où il partageait avec Dominique, la deuxième à droite, sur la photo. Il a donc beaucoup fréquenté Odile, mais si elle s'est énormément engagée pour aider les gens après le coup d'État, Miguel n'a su qu'assez peu, car elle était très discrète et prudente. Lorsqu'on a obligé à Miguel à quitter le Chili, elle lui a confié les cahiers où il avait noté un jour les jours de ses rencontres avec les gens, car elle ne voulait pas prendre le risque qu'on les trouve chez elle alors d'une perquisition. Par respect pour elle, il ne les a pas lus et les lui rendus quelques années plus tard lors de son dernier passage en France. C'est grâce à Samuel qui maintenant il en connaît le contenu, il a remercié. Si cela vous intéresse, vous pouvez prochainement lire les livres qui consacrent Odile. Je vous laisse maintenant avec Samuel. Et je vous dis que si c'est les gens qui sont intéressés, le DVD il est en vente à la sortie. Je te laisse la parole, Samuel. Bon, merci à toutes et tous pour la présence ce soir à la projection du documentaire Au nom de tous mes frères, dont la première version a été finalisée en 2019 et la version finale que vous allez voir aujourd'hui en 2020. Donc comme vous l'avez compris, le modérateur de ce débat était censé être Michel, donc on pense fortement à lui vu les conditions de santé qui l'ont empêché d'être là. Mais bon, j'espère que ce film vous plaira et puis après on aura un moment à la fin de la projection pour discuter et pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, j'espère que le film vous a plu. Du coup, on a un moment d'échange là. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des impressions, des ressentis sur le film, c'est avec plaisir de pouvoir les écouter et de pouvoir les partager avec vous. On est sous les coups de l'émotion encore. Hein? Bon bah il faut bien que quelqu'un commence. Hein. Et moi je voulais dire tout d'abord félicitations. Enfin vraiment ça nous touche. C'est comme elle l'a dit. On est sous le coup de l'émotion. Donc malheureusement les images que l'on voit là et qui datent donc des, je sais pas, 40 ans, 50 ans, quelques-unes, elles
sont revenus dans l'actualité du Chili, malheureusement. Donc on a les images du début, par exemple, lorsque l'on voit des crosses, des énormes casséroles où les gens sont obligés de partager pour pouvoir manger. C'est ce qui s'est produit donc, il y a 1 an ou 2 ans, là, avec l'arrivée de la pandémie, etc. Mais pas que, parce qu'en réalité, comme c'est dit aussi dans le film, le Chili est une société néolibérale, et donc une société où tout le monde travaille pour quelques grosses fortunes, et donc voilà les conséquences. Donc il n'y a pas que cela, donc aujourd'hui aussi il y a encore des prisonniers politiques, il y a des jeunes qui ont été même condamnés maintenant à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 8 ans de prison ferme. Et donc cette situation, malheureusement, c'est comme une sorte de boucle. C'est-à-dire qu'on est parti de ces années-là, que l'on montre au début du film, et après quelques années, on revient, et ce sont les mêmes. En réalité, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui répriment, ils travaillent pour les mêmes, etc. Donc, je voulais juste te dire vraiment merci. C'était vraiment génial. La lecture du texte, enfin, tout est magnifique. Donc, merci encore une fois. Je voudrais juste profiter de l'instant pour dire qu'il y a un collectif des parrainages des prisonniers politiques chiliens, des actuels prisonniers politiques. Et nous allons mettre à votre disposition là, des flyers pour les personnes qui voudront s'intéresser au sujet. Voilà, vous pourrez lire, avoir quelques informations. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Et voilà. Merci. Merci pour ce commentaire. Et oui, je rejoins totalement votre analyse sur la continuité, l'aspect cyclique de plusieurs des éléments qui constituent la répression politique, économique au Chili, et notamment du coup le système néolibéral qui n'a pas changé, et qui est précisé d'ailleurs par l'historien pendant le film, justement, qui parle de la constitution et du système. Donc tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. Bonjour et merci. J'adhère complètement aux propos tenus par notre compatriote. Et pour aller droit sur un sujet, est-ce que ce film a été vu ou sera vu par la congrégation religieuse d'Odile? Première question. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de ce que tu décris très bien dans le film, l'église chilienne, il y avait un grand écart. Et on voit d'ailleurs dans les photos, nous reconnaissons un certain nombre de prêtres qui sont dans les manifestations. Et moi, je ne suis pas originaire de Santiago, mais nous savons, et parce que nous l'avons pris, que certains prêtres, en tout cas, en particulier du diocèse de Valparaiso, où on avait un évêque de droite, d'extrême droite, certains prêtres ont été interrogés, évidemment, les messieurs Vendée, mais ils ont été interrogés par des gens de l'église, avec des militaires qui étaient là. Et ça, c'est effrayant. Parce qu'il y a eu dans la dénonciation au sein même de l'église, en tout cas pour ce qui concerne Valparaiso. Bon, il y a les cas de Miguel Boudoir qu'on n'a jamais trouvé, et puis il y a d'autres prêtres aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en montrant ces films à des communautés religieuses, pas qu'à la communauté d'Odile, mais peut-être à d'autres communautés aussi, et j'aimerais savoir si tu as un projet là-dessus. Alors au Chili, j'ai pas pu le présenter en fait sous le format d'une projection comme ici, parce que là, quand j'y suis retourné au début de l'année, avec les conditions sanitaires, c'était pas possible. Mais j'ai donné l'accès au musée de la mémoire et des droits humains de Santiago déjà à la version espagnole du film, donc il est en accès libre au Chili pour tout le monde. Après, sur la congrégation, moi j'ai eu des contacts avec une partie de la congrégation, donc, comme vous l'avez vu dans le film, qui est plus au Chili, qui est uniquement en Argentine et en Uruguay.
la sœur de la congrégation Sainte-Catherine de Sienne, donc des dominicaines, a franchement collaboré avec le projet, y compris malgré les propos par exemple d'Arlette qu'on voit dans le film qui dit qu'Odile n'avait pas forcément des relations amicales avec les autres sœurs, et malgré ça elle a quand même apporté son soutien. Après, ce qui est sûr effectivement, c'est que l'objectif du film aussi c'était de pouvoir faire une distinction entre les figures habituelles qu'on a l'habitude de voir dans l'étude de l'Église, comme le cardinal Raúl Silva Enrique, par exemple, et justement décentrer un petit peu le regard pour aller filmer et rencontrer des gens dans les poblaciones de Santiago, surtout dans la zone ouest, pour avoir l'occasion de montrer des trajectoires qui ont été totalement différentes, comme celle de la sœur Odile. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, à mon avis, c'est que c'est une histoire de plusieurs désobéissances. Finalement, c'est d'abord une désobéissance vis-à-vis de son statut d'étrangère, qui l'invitait au moment du coup d'État à rentrer en France, au moment où tous les Européens ont été exfiltrés du Chili, en tout cas une grande partie. C'est une désobéissance vis-à-vis de la congrégation en décidant de rester avec les pobladores dans la zone ouest, à El Montijo, jusqu'à la fin de la dictature. Et c'est aussi une désobéissance à l'intérieur même de l'Église chilienne vis-à-vis à la fois des structures patriarcales et du machisme aussi qui règne à l'intérieur de l'Église chilienne, et d'avoir continué toujours de porter haut et fort cette voix-là, cette voix de rébellion et à certains moments aussi de désespoir, hein, on le voit dans le film. Mais sur la congrégation en elle-même, j'aimerais effectivement pouvoir un jour aller à Buenos Aires et pouvoir rencontrer les sœurs qui sont encore aujourd'hui de cette congrégation. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin des années 60, quand Odile commence à se détacher de sa congrégation, après l'occupation de la cathédrale en 1968, juste avant l'ouverture de la conférence de Medellín, il y a une cinquantaine de sœurs de la congrégation Sainte-Catherine de Sienne qui ont fait le même choix qu'elle. Donc la congrégation a vraiment vécu une crise assez profonde pour tout le monde. Et enfin, pour finir, sur le Chili, j'ai eu la chance aussi quand même de pouvoir le montrer en ligne, mais avec la Comunidad Cristiana de José Aldunate, où il y a pu avoir un moment d'échange et de débat à la fin avec une religieuse de Lobrado qui avait connu Odile, qui avait travaillé dans les ateliers bibliques, et donc ça a été un moment quand même de partage au sein des classes populaires, là où elle avait vécu. J'espère que ça répond à votre question. La congrégation existe en France ou pas? Oui, elle existe en France, elle est à Albi, mais ils n'ont jamais répondu à mes sollicitations. Ah ouais, c'est vrai? Jamais. Jamais. Plusieurs questions. Je sais qu'il y a eu des religieuses en Argentine qui étaient dans les quartiers pauvres, à qui on a offert un baptême de l'air affreux et qui ont été jetés de l'avion dans l'Atlantique. Est-ce que ça a existé aussi au Chili? Alors, première question. Ensuite, deuxième question. La visite du pape date de quand? Je n'ai pas vu la date dans le film. 1987. 1987. Ah ben, c'était donc à la fin quand même de la période de Pinochet. Ça, c'était... et puis alors, dans le générique de fin, on parle de Félix de la Charrière, le son. De la Charrière, c'est une famille connue. En France, il y a eu des diplomates. Enfin, ça n'a pas le rapport avec cette famille. Non, enfin, l'histoire de Félix lui appartient, donc je préfère ne pas en parler ici sans sa présence. D'accord. Non, mais pour les autres questions sur les religieuses, est-ce qu'il y a eu des religieuses qui ont été persécutées Alors, au Chili, d'après mes recherches, j'ai pas trouvé de traces de religieuses en congrégation qui ont été assassinées directement pendant les 17 années de la dictature. Sur ce que vous mentionnez, effectivement, sur les disparitions forcées, notamment le jet de personnes parfois encore vivantes, à la fois dans les Andes et dans l'océan Pacifique, effectivement, ça a aussi été une réalité au Chili, ça c'est évident. Par contre, si ça a été le cas pour des religieuses, moi j'ai pas eu l'occasion d'en entendre parler dans mes recherches, et j'ai pas l'impression que ça a été le cas. Finalement, l'option qui a été privilégiée la plupart du temps par Pinochet, quand des religieuses étaient trop dérangeantes, c'était de les expulser du pays.
ce qui s'est passé quand même un certain nombre de fois pendant toute la dictature, donc de prêtres et de religieuses qui ont été expulsés, ça c'est sûr. Après il y a des religieuses par exemple, donc, comme Ita Ford, qui ont été présentes au Chili, qui sont parties au Salvador après dans les années 80 et qui ont été violées, assassinées par les groupes paramilitaires au Salvador. Donc il y a des trajectoires, effectivement, des circulations à l'intérieur du continent de religieuses qui ont été assassinées au Chili pendant la dictature. En tout cas, moi, j'ai pas retrouvé de traces de ça. Comme ça, des religieux, je ne sais pas non plus, mais des religieux, oui. Oui, tout à fait. Hein, des Tout à hommes fait. qui Non, sont... là, je répondais bien sûr pour les religieuses. Oui, ouais. bien sûr, parce que il y a eu moi j'étais personnellement avec le père Antonio Gido, prêtre espagnol qui était en prison dans la police de traitement et qui aujourd'hui est disparu par exemple et qui était sauvagement torturé. Et puis les prêtres ouvriers chiliens comme André Jarlon qui sont morts aussi pendant les protestations des années 80 dans les relations. Donc pas peut-être des femmes, mais si des hommes torturés et disparus. Pour ajouter un cas aussi d'un curé qui était dénoncé par sa hiérarchie, c'est le curé Poblete Aïtique, de l'opération de Salesian. Il a été dénoncé par le directeur, c'est-à-dire à conscience, qui a été... Oui, c'est le curé Poblete, c'est un des cas emblématiques aussi du curé assassiné, et il n'a jamais eu de justice. Hein. La convention des Salésiens n'a jamais donné des excuses à la famille. Hein. Mais la congrégation non plus, il n'a pas défendu. La congrégation des Salésiens. Oui, effectivement, juste du coup pour conclure là-dessus, si j'ai pas de traces de religieuses, par contre, pour le coup, effectivement, des prêtres et des religieux au Chili ont été assassinés, ça c'est sûr. Donc comme Madame précisait Miguel Woodward, comme Antonio Guido, comme Paulette, comme Juan Alsina aussi, aux premières semaines du coup d'État, oui, tout à fait. Il y en a d'autres qui ont été torturés, Bien sûr. qui sont restés vivants. Je voulais vous poser une petite question. À un moment donné, dans votre film, on voit les gens qui prient. Donc, ils prient une prière qui finalement est banale et malgré ça, on voit la répression. Et c'est-à-dire c'était à quel moment? Parce que aussi, ce qui est intéressant et qu'on a vécu lorsque, comme Odile raconte, c'était impensable de penser que Salvador Allende était assassiné. Mais ensuite, le pire, c'était que le lendemain, il y avait une messe de Te Deum à la cathédrale et on voyait Pinochet en train de recevoir la communion. Donc, l'église donnait la bénédiction aux assassins. Et ça a été... C'était terrible pour les chrétiens, parce qu'il y avait aussi les chrétiens pour le socialisme qui ont participé dans l'unité populaire. Ensuite, il s'est produit un phénomène qui était intéressant, et je ne sais pas si vous avez entendu, c'est que 2 mois plus tard, les gens cherchaient sa famille qui avait disparu, qui sont partis travailler, sont plus revenus, des amis, et moi-même, 2 mois plus tard, j'ai cherché quelqu'un et je ne savais pas quoi faire. Et on m'a dit, tu devrais aller à l'église. Et donc, je suis rentrée à la cathédrale. Il y avait la messe. Vous savez, il y a un moment donné, on demande, est-ce que quelqu'un veut faire une prière, va faire une demande, non? Je demande parce que quelqu'un est malade. Et là, les voix se sont levées en disant, oh mon Dieu, je te demande où il est parti Jean, il est parti au travail, il n'est plus revenu. Et de plus en plus, ça s'était utilisé comme les voix se sont rompues et les silences, c'était très intéressant. Ce phénomène, c'était très important à ce moment-là. Oui, merci beaucoup. Juste pour reprendre sur ce que vous dites sur la cathédrale, justement, c'est pour ça que j'ai voulu filmer aussi à l'intérieur de la cathédrale, pour l'aspect symbolique qu'elle représente. Sur les images en fait de répression, c'est Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, donc à partir de 1983, donc qui est en fait un mouvement qui est formé essentiellement par des religieuses, des prêtres et des laïcs des poblaciones de Santiago, qui est inspiré par le triomphe du film Gandhi de Richard Attenborough qui sort en 1982
et qui récupère presque tous les Oscars à la cérémonie de 1983. Et donc en fait le film a été diffusé au Chili, et donc en fait l'image de Gandhi et de la lutte non violente a été un petit peu transposée dans le cadre du Chili. Et l'idée c'était d'occuper un maximum l'espace public et d'aller se présenter devant des lieux de torture, des centres de détention qui étaient connus, pour justement bousculer un peu l'opinion publique, ce qui a plutôt bien marché. Il y a eu presque deux actions par mois pendant 7 ans environ, jusqu'en 1990. Et donc effectivement à ce moment-là, c'est des images de manifestations qui sont assez terribles, parce que c'est vraiment que des groupes de gens qui se tiennent la main les uns les autres et qui prient ensemble, et on voit quand même malgré ça les canons à eau, etc., les gaz lacrymogènes, les coups, les emprisonnements. Donc effectivement, c'est un des différents aspects de la lutte qu'il y a eu au Chili, hein, sans vouloir bien sûr exclure la lutte au même moment dans les années 80 d'autres partis politiques et d'autres factions qui ont participé aussi à la résistance, y compris par des moyens qui ne sont pas de lutte non violente, bien sûr. Et donc sinon sur l'église, effectivement, sur les disparus, un épisode aussi que j'aurais aimé pouvoir mettre dans le documentaire mais que j'ai pas pu, c'était la recherche des corps dans le Rio Mapocho, donc dans le fleuve dont on voit quelques images pendant le film. Donc moi j'ai tourné ces images dans le fleuve au niveau du centre de Santiago, donc effectivement il faut voir que les corps étaient jetés là, et puis le fleuve descend en fait, il a sa source dans les Andes, et puis après il descend, et donc les corps étaient aussi comme ça charriés par le fleuve. Et donc Odile a participé, depuis les populations où elle vivait, à récupérer un certain nombre de corps qui étaient retrouvés sur les berges, et à les enterrer. Et un des cas assez emblématiques, c'est elle a retrouvé une jeune fille à moitié décapitée, dont il ne restait plus rien, seulement une bague, et elle a gardé en fait la bague pendant toute sa vie pour espérer un jour pouvoir l'identifier à travers cette bague. Et ça, c'est un épisode qui est confirmé par les mémoires de l'ambassadeur français au Chili, Pierre de Menton, et par sa femme Françoise, qui raconte l'histoire de la sœur Odile et de sa chevalière à la recherche du corps. Donc effectivement, c'est des moments assez terribles des premières années après le coup d'État. Bravo et merci pour ton film qui en fait diffère de beaucoup de choses qu'on a vues jusqu'à présent. La série qui apporte vraiment un angle très intéressant, historique, et bien sûr qui nous touche aussi. Je voudrais revenir sur l'épisode de Jean-Paul II, de la visite de Jean-Paul II. Parce que j'ai vu un documentaire chilien où témoignent un certain nombre de gens qui viennent des poblaciones et qui étaient autorisés à prendre la parole devant le pape. Mais d'après ce qu'ils disent, ils n'ont pas lu le texte qui était préparé, qu'ils devaient préalablement soumettre au pouvoir. Ils ont dit leur texte à eux, et ils l'ont payé, pour certains, extrêmement cher. Je dis ça parce que tu montres très bien à la fin comment la répression est tout près de la grand-messe, mais l'attitude extrêmement courageuse de ces témoins qui ont interpellé le pape et qui ont dit la vérité, ils l'ont fait de manière très transgressive, et pour plusieurs d'entre eux, ils l'ont payé au moins de la prison. Oui, pardon. Il y a eu la mort des assassinats des enfants de ces gens-là. Et voilà. Oui, tout à fait. Cet épisode-là, effectivement, il est assez incroyable. Donc la femme que vous voyez, Luisa Oliveros, qui raconte son discours au pape, le discours qui a été écrit dans la communauté chrétienne, elle a été envoyé au nonce apostolique de Santiago, donc le représentant du pape, un Italien qui s'appelle Angelo Sodano, qui est aujourd'hui en plus tristement célèbre pour sa collaboration et sa complicité envers toutes les affaires de pédophilie dans l'Église chilienne. Et donc Angelo Sodano a modifié le texte original pour supprimer toutes les références aux tortionnaires, à la dictature, à la répression, etc. Et donc en fait elle s'est présentée avec le discours qui avait été modifié par le nonce, et elle avait mis son discours à elle dans son soutien-gorge, et une fois arrivée devant le pape, après avoir passé les contrôles de police, elle l'a sorti, et donc il ne pouvait plus rien faire en fait à côté, parce que le pape était juste à 1 mètre d'elle, donc il pouvait pas lui enlever le discours des mains. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi à lire ce discours-là.
Et celui qu'on voit dans les images d'archives de Teleanálisis, Mario Mejías, a été le lendemain, enfin pas tout à fait le lendemain, mais quelques semaines ensuite, il a été retrouvé par les militaires justement pour le discours qu'il fait devant le pape, et il a été kidnappé par des hommes cagoulés qui l'ont emmené après dans un 4x4 jusqu'en haut d'un cerro à côté de Santiago. Il a été tabassé et on a fait dévaler sa voiture le long du cerro avec son corps pour faire croire qu'il était mort dans un accident, mais il est resté en vie. Et ce qui est assez fou, c'est que en fait, les membres de la police politique qui se sont chargés d'exécuter cette mission, ils se sont fait passer pour des militants du Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donc pour des militants communistes, en essayant de faire reposer justement ce crime sur la résistance communiste au Chili. Mais heureusement, Mario Mejías a survécu et il a pu ensuite donner son témoignage et raconter ce qui lui était arrivé au moment de son kidnapping. Si tu commences les films en disant changer l'image de l'église, de la résistance de l'église, parce qu'il n'y a que des hommes. Au début du film, tu dis que c'est pour ça que tu as choisi de faire des films sur la Bible. Et effectivement, bon, ça c'est une chose. La deuxième que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les rôles de l'Église catholique pendant toutes les périodes, les périodes qui se voit le mouvement de la Sebastián Acevedo et toutes les mobilisations qui sont commencées au Chili, les fin des années 70, 79, 80, les premières manifestations à Santiago. Moi j'étais au Chili à ce moment-là, j'étais étudiante, et effectivement ça m'a fait un choc, je sais pas, parce qu'il y a peu d'images effectivement de ces périodes. Et je pense que ça montre un peu la face, toute une face cachée, mais très important du rôle des curés et l'église de base qui a joué dans la résistance chilienne, pas seulement dans la résistance pacifique. Ils sont aussi soutenus des mouvements armés, militairement, mais proportionnellement l'asile dans les églises ou d'autres choses. Donc ça, c'était, il ne faut pas oublier Maroto. Donc moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est un film que moi, je me demandais comment tu aurais pu faire un film pour ces périodes-là où il y a tellement peu d'images pendant toute la période de la vie de Odile. Et je crois que tu as bien réussi à montrer l'image de cette femme qui était courageuse. Effectivement, je pense que la partie la plus compliquée des films, ça va être de trouver des sources, je pense. Oui, effectivement, pour les images, il y a certains moments où ça peut être un peu compliqué aussi avec les questions de droit, etc. Il y a un cinéaste chilien qui s'appelle Pablo Salas, qui apparaît dans le dernier documentaire de Patricio Guzmán, qui a accompagné presque toutes les manifestations du mouvement contre la torture. Donc ça, c'était une base de données assez incroyable. Le matériel de Teleanálisis aussi, du coup, et une partie du catalogue du musée de la mémoire qui a pu récupérer un certain nombre d'images et de vidéos. Après, sinon, effectivement, tout à fait, je suis d'accord avec vous, l'idée du film était vraiment de prendre la perspective depuis les yeux de la sœur Odile, en fait. Aujourd'hui, du coup, comme l'a expliqué Hector au début, il y a un projet de livre qui est en cours avec un ami à moi sur lequel on travaille en ce moment, et le but c'est aussi justement de valoriser le rôle des religieuses dans la résistance, mais en sortant un petit peu des clichés des religieuses uniquement non violentes, passives, etc. Puisque par exemple, la sœur qui vit avec Nadine pendant les premières années du coup d'État, Blanca Langrifo, était aussi membre du comité central du MIR, et j'ai rencontré des militants
du MIR au Chili qui se rappelle de Blanca Rengifo avec un calibre 38 dans son sac alors qu'elle était mère supérieure de la congrégation d'Allemand Miséricordieux. Donc il y a aussi des trajectoires, encore une fois, comme je disais au début, de désobéissance et de lutte qui sont assez intéressantes, et celle de Maloto aussi, qui est tout à fait, qui rentre totalement dans ce film. Après, effectivement, sous le format 52 minutes, j'ai pas pu forcément aborder toute la complexité à la fois de la perspective féministe, si on peut dire, de concentration sur les religieuses, et en même temps essayer qu'historiquement ce soit clair et accessible. Mais le projet actuel est justement va beaucoup plus dans le sens que vous avez mentionné, ouais, tout à fait. Oui, je trouve que c'est un portrait de femme tout à fait étonnant, vraiment très fort sur cette période. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est... on a vu tous les mouvements qu'il y a eu au Chili l'année dernière, et puis le projet de nouvelle constitution avec... je voudrais savoir, est-ce que dans ce mouvement, il y a encore... est-ce qu'il y a encore cette théologie de la libération? Est-ce qu'elle est effective? Est-ce que des gens comme ça sont impliqués dans ce mouvement? Et quel regard il y a dans la société chilienne, dans cette société qui s'est manifestée contre Pinochet, contre la Constitution, pour rompre avec le libéralisme? Quelle image a l'Église catholique? Je ne sais pas si elle s'est beaucoup engagée du côté... en tout cas à la base, mais je sais qu'il y a un point quand même de clivage très très fort, qui est tout ce qui est sur l'avortement, où l'Église appuie les mouvements les plus réactionnaires. Donc, qu'est-ce qui se passe au Chili là-dessus? Est-ce que ça a coûté très cher à l'Église, ses positions, son ambivalence, ou bien non? Donc sur l'actualité de l'Église, c'est un peu... Moi je suis moins spécialiste du sujet, donc je ne pourrais pas forcément vous répondre sur les perspectives actuelles de l'Église catholique. Il y a un sociologue qui travaille sur l'Église qui fait une analyse qui est à mon avis assez intéressante, qui montre qu'en fait pendant la dictature, l'Église catholique elle est dans une situation de monopole finalement, parce que c'est la seule institution qui peut garder son indépendance et son autonomie. Donc malgré effectivement toute la répression dont on a parlé, la position de l'Église et le monopole qu'elle a dans le discours, à la fois le discours ecclésial et dans sa possibilité de s'interposer vis-à-vis du régime, ça lui assure finalement un déplacement à sa gauche, puisque les bases de l'Église au Chili pendant la période sont majoritairement, si on prend vraiment numériquement, il y a plus de secteurs liés à la théologie de la libération que de secteurs extrêmement réactionnaires. Ça c'est une réalité, et qu'en fait à la fin de la dictature, quand justement l'Église perd le rôle qu'elle avait pu avoir pendant les 17 années, et ben elle retourne au schéma traditionnel en fait, c'est-à-dire uniquement les mœurs et les coutumes. Et donc en fait dès 1990-91, dès le début de la transition démocratique, il y a un certain nombre de cartes pastorales qui sont écrites au Chili contre l'avortement, contre le divorce, contre le mariage homosexuel, etc., qui étaient des thèmes qui n'avaient pas du tout été abordés pendant toute la dictature finalement. Et donc ce déplacement toujours entre la gauche et la droite de l'Église, il est assez intéressant finalement, et d'un point de vue sociologique, je trouve que c'est peut-être encore plus parlant que d'un point de vue historique. Après sinon aujourd'hui, effectivement, comme j'ai pu rapidement mentionner, les affaires de pédophilie dans l'Église chilienne ont été quand même assez marquantes, même pour l'Église universelle, c'est-à-dire que ça ne concernait pas uniquement le Chili, mais vraiment tous les catholiques du monde, et jusqu'au Vatican, un certain nombre de scandales, etc., qui sont sortis, l'attitude du pape François qui a aussi été ambivalente à certains égards. Après, sur la théologie de la libération, comme c'est à la fois effectivement un mouvement historique et théologique, et une trajectoire historique et théologique, c'est pas quelque chose auquel, à mon avis, on peut donner vraiment une fin, parce qu'il y a toujours des gens qui continuent de s'y référer, qui continuent d'y croire, qui continuent de la pratiquer, de la vivre au quotidien. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la théologie de la libération, telle qu'elle a été conceptualisée dans les années 70-80, qui empruntait beaucoup aux références marxistes des sciences sociales, notamment, par exemple, avec Gustavo Gutiérrez, aujourd'hui, elle s'est un petit peu transformée depuis les années 90, et on observe quand même une diversification avec une théologie féministe, une théologie de l'environnement, une théologie des peuples indigènes par exemple, et donc un certain nombre de réflexions et d'actions pastorales qui sont plus circonscrites, plus découpées, et qui ont moins tendance à parler de la libération d'êtres humains comme on pouvait l'entendre dans les années 60 ou 70,
où on avait quand même un vocabulaire plus globalisant. Aujourd'hui, en tout cas de mes recherches, c'est plus comme ça que cette théologie de la libération s'est renouvelée. Je peux intervenir. Donc je voulais juste dire premièrement qu'en écoutant le discours de Pompidou, j'ai été franchement presque sidérée, on va dire, parce qu'à l'époque j'étais trop jeune en fait. Mais maintenant je me rends compte que la semaine dernière on a écouté un discours aussi politique, enfin, du moins des interventions entre Piñera et notre président, donc finalement il n'y avait pas tellement de différence. Et je pense que nous, en tant que Français, on a intérêt peut-être aussi à ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe en ce moment au Chili. Ça c'est la première chose. Donc comme je suis aussi membre du collectif dont parlait Luis Salas tout à l'heure, et on est un certain nombre ici à faire ce même travail de parrainage qui est né au départ avec des anciens prisonniers politiques du Chili, je voulais dire par rapport à la question de l'Église que nous, on est en contact toutes les semaines avec les familles des prisonniers, parce que maintenant avec les moyens modernes, on peut se parler par Zoom. Donc toutes les semaines, on parle avec les mamans, tous les jours, à la limite, même ça nous arrive. Et on leur a posé tout de suite la question, parce que je me suis rendu compte que pour la plupart des camarades qui sont anciens prisonniers politiques, le terme qui revenait tout de suite, c'était Vicaria de la Solidaridad. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous, ça existait à notre époque, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc en discutant avec les familles, on s'est rendu compte que bon, ils ont fait quelques tentatives de s'approcher même des communautés, etc. Parfois, ils ont eu des réponses qui étaient du style moi je voudrais bien, mais mon supérieur c'est pas possible, donc on va faire ça discrètement, etc. Mais finalement il n'y a pas eu d'aide réelle. Et par contre il y a un personnage qui a surgi à Antofagasta, qui est apparemment assez connu au Chili, mais le Padre Berrios, et qui lui a pris une position, donc les familles comptaient beaucoup sur lui, et puis finalement il semble que ça se retourne un petit peu contre les familles, bon, parce qu'il a finalement essayé plus ou moins de dire aux familles non mais vos enfants il faut pas dire que ce sont des prisonniers politiques, etc., etc. Donc quelque part l'espoir qui était mis que cette parole pourrait apporter une aide à toutes ces personnes qui sont, c'est pas aussi massif évidemment qu'en 73, mais c'est bien plus pernicieux on va dire ce qui se passe en ce moment au Chili. Voilà, je voulais juste apporter cette et en plus, et merci beaucoup, c'était vraiment super le film. Ça m'a beaucoup ému. Merci beaucoup. Au fond, nous devons finir avec l'heure, Patricia. Bon. La dernière question alors, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Non, c'était juste te féliciter pour ce travail et te demander quelle avait été la motivation. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est ton regard et l'intérêt que tu as apporté à ce sujet-là, puisque c'est rare quand même aujourd'hui qu'il y ait des gens qui s'intéressent, de ta génération, qui s'intéressent à des sujets comme ça. Ça, c'était la première question. Et ensuite, il y a eu un moment où on était dans un cimetière et il y avait écrit « Ni perdón, ni olvido ». Est-ce que tu crois que ça serait peut-être aussi ce qu'aurait aimé dire Odile sur ce sujet? Est-ce que tu crois qu'on peut pardonner sans justice? Bon, la première partie de la question est plus simple à répondre, donc je vais commencer par ça. En fait, j'ai eu l'occasion de lire pour la première fois les carnets d'Odile, donc quand j'étais à Santiago. C'est pour ça que justement on aurait beaucoup aimé que Michel puisse être là, parce que Odile les avait confiés à Michel pendant des années, et lui il n'a jamais osé les lire parce qu'elle lui avait pas donné sa permission. Finalement après les carnets sont un peu tombés dans l'oubli, elle est morte, donc moi j'ai pas eu de permission à demander à personne, donc quand je les ai eus et qu'on m'a dit que voilà, personne ne les avait lus parce qu'ils étaient en français, j'ai entamé la lecture pendant l'été là-bas, donc en décembre 2018, janvier 2019. Et en fait, là, vraiment, vous avez une partie des carnets, il y en a deux, donc c'est beaucoup de pages, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions, donc moi j'ai été très touché. J'ai beaucoup pleuré en lisant les carnets, et donc, voilà, d'un point de vue émotionnel, c'était trop fort pour le laisser juste comme une lecture passagère. Et donc à partir du moment où l'historien que vous avez découvert dans ce film, Esteban Miranda, m'a dit qu'il pouvait me donner le contact d'une ou deux religieuses qu'il avait connues, je me suis lancé au début en pensant juste faire quelques entretiens par-ci par-là. Et après, au final, une fois que j'étais lancé dedans, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de faire quelque chose de plus grand, de retrouver des archives, de retrouver plus de gens. Donc finalement, ça a été une enquête, donc c'était assez passionnant aussi, parce qu'il a fallu vraiment tout recommencer à zéro. Quand j'ai commencé à travailler sur les carnets,
il y avait vraiment les carnets et c'est tout, quoi. Si on tapait son nom sur internet, on trouvait rien. Donc finalement aujourd'hui je suis content d'avoir pu vraiment faire en sorte qu'on parle de cette femme, qu'on parle d'elle. Après sur Ni Perdón ni Olvido, moi je n'oserais pas dire ce qu'elle elle en aurait pensé. Par contre ce qui est certain c'est que moi dans ma compréhension le pardon il s'accorde quand on le demande sincèrement en face, et j'ai pas l'impression que à la fois les tortionnaires et les bourreaux au Chili de la dictature aient exprimé sincèrement une demande de pardon. Et donc à partir du moment où cette condition, ce prérequis n'est pas rempli, je vois mal comment on pourrait pardonner à l'aveugle. Après voilà, ça c'est vraiment juste mon jugement à moi, et je ne sais pas comment Odile l'aurait vécu si elle était toujours en vie, si elle avait vécu Octubre 2019 et la revuelta et tout, mais bon, si, peut-être qu'en relisant ces carnets plusieurs fois, j'aurais peut-être une réponse à ça, mais pour l'instant je pourrais pas le dire. En tout cas, voilà, moi je te partage juste mon avis là-dessus. Donc c'est terminé, mais s'il y en a qui veulent continuer, je suis disponible dehors pour en parler. En nom de l'association, nous vous remercions de votre assistance. Nous vous demandons de continuer à nous suivre. Déjà, le mois prochain, il y aura la présentation d'un livre de nos camarades qui s'appelle Un jour Maria de Paraná reviendra. C'est au mois d'octobre, je crois que 3 ou 4 octobre, les 4 octobre, ici même. Et en novembre, on va présenter un autre film qui parle de la révolte des étudiants. C'est-à-dire que c'est un film qui a été fait dans les années, il y a à peu près 3 ou 4 années, qui c'est l'avancée un peu comment ont commencé les révoltes au Chili. Il s'appelle Basta ya de conciliar, es hora de luchar. Bon, merci beaucoup et à bientôt.